Je rêve d'une lune de miel en Polynésie. Je vous vois bien dans un bungalow sur pilotis au-dessus d'un lagon. Vous lisez dans mes pensées ? Avec mon fiancé, on adore aussi la plongée. Alors, je vous propose une matinée avec les Raymanta avant de partir observer les baleines à Tahiti. Oh, ne me réveillez surtout pas. Je vous réserve aussi un cours particulier avec des chefs locaux pour confectionner un repas ensemble. Mais j'ai trop hâte, on va devoir avancer le mariage. Vous vous occupez vraiment de tout ? Oui, avec Marco Vasco, vivez votre voyage d'esprit libre. Vous faites les mariages aussi ? Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Figaro Radio. Le Talk Décideur. Quentin Périnel. André Terrail, bonjour. Bonjour Quentin. Alors dites-moi une attitude qui vous agace quand vous vous asseyez quelque part pour dîner ou déjeuner, vous vous asseyez dans un restaurant, peu importe lequel, quelque chose qui ne se passe pas comme d'habitude et que vous aimeriez que ça se passe autrement. Alors je tiens peut-être ça de mon père, mais je suis un peu impatient. Moi, quand j'arrive dans un restaurant, la première chose, surtout quand on retrouve quelqu'un, c'est l'apéritif. Je déteste Assante pour l'apéritif. Je trouve qu'un verre de champagne pour démarrer un repas, il n'y a rien de plus merveilleux. Et quand on attend, j'ai limite, je préférais qu'on propose l'apéritif avant l'eau. Je trouve que le verre de champagne, c'est plus important que l'eau, en fait. Ok, donc si vous vous asseyez et qu'au bout de 10 secondes, personne n'est venu vous voir, c'est déjà trop. C'est 10 secondes de catastrophe. Trop. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro, avec aujourd'hui mon invité André Terrail, président et propriétaire de la Tour d'Argent à Paris, que l'on peut qualifier, je crois, d'institution. Alors est-ce que c'est un mot que vous cautionnez? Il faut faire attention avec certains mots. Hein. Est-ce que c'est un mot que vous cautionnez, que vous utilisez? Institution. Alors, il y a un côté très emblématique dans l'institution, donc on peut en être fier. Maintenant, il ne faut pas prendre le côté figé de la chose. On n'est pas un musée, on est un établissement qui vit, qui se réinvente, qui raconte une histoire riche par le passé, mais c'est surtout pas une institution figée, c'est quelque chose qui vit. Une institution, oui, mais une institution qui doit bouger, qui a le droit de bouger finalement. Parce que on préfère parler d'héritage plutôt que de tradition. L'héritage, c'est la tradition réinventée. On a un patrimoine riche. Quand un chef de cuisine comme Yannick Franck, meilleur ouvrier de France, rentre chez nous, il va travailler cet héritage, il va le réinventer, il va l'inscrire dans le futur, mais il va vraiment plonger dans tout ce qu'on a fait d'intéressant et de riche par le passé. Quand on a un héritage, vous employez ces termes, donc je rebondis dessus, est-ce que ceci est un peu vertigineux dans le sens où l'héritage, par définition, on ne peut pas le trahir, l'abîmer, lui faire du mal. Il y a aussi cette notion d'excellence, de respect à avoir quand on touche un Bien héritage. sûr, c'est une responsabilité de la même ordre que peut-être le château de Versailles. Alors, on ne va pas se comparer au château de Versailles, mais il y a quand même cette part de responsabilité de dire qu'on a un des établissements en France ou à travers le monde le plus connu, avec une riche histoire et qu'il faut savoir la respecter. Nous ne sommes que de passage. Moi, j'ai pris la suite de mon père. Je transmettrai certainement la maison à quelqu'un d'autre. Donc, on est tous au service de la Tour d'Argent et surtout au service du client. Au service de la Tour d'Argent, donc depuis 1582, donc c'est l'un des plus vieux restaurants de France et d'Europe, à son ouverture. Donc évidemment, vous n'y étiez pas pour des raisons évidentes, mais c'était comment en 1582? La Tour d'Argent, ça ressemblait à quoi? Alors, c'était une auberge. Ouais. On était à cette adresse, pas dans l'immeuble qu'on a actuellement. C'était entre une hostellerie et un négoce de vin. On est à Paris Allée au Vin. C'est vraiment par ici que tout le vin rentrait dans Paris. Ce serait, on raconte, une famille bourguignonne qui aurait ouvert cette adresse, qui l'aurait transformée avec le temps. C'est la Porte Saint-Bernard. Et puis là, on est vraiment en plein Moyen-Âge. Donc, c'est vraiment une autre époque. Et puis dans un quartier, en effet, donc les quais de Seine, le vibrant, le quartier latin, c'est un quartier qui vit. C'est pas forcément le quartier le plus prestigieux à l'époque. Il y a bien longtemps dans l'histoire, mais c'est déjà un quartier qui est riche et notamment par le vin. Qui vit. Comment est-ce que la Tour d'Argent a évolué à travers les siècles, justement, de cette petite hostellerie, vous dites négoce de vin, à cet endroit aujourd'hui? Quelles étapes? Alors, je ne vais pas vous demander la chronologie, je vais me demander de faire un cours magistral, mais en gros, comment ça a évolué en quelques étapes, quoi. Il y a une part de l'histoire de la Tour d'Argent. On entend parler de cette hostellerie en 1582, et puis il y a une part de l'histoire qu'on n'a pas. Ensuite, on la retrouve en 1793. Donc, on a un calendrier révolutionnaire. Il y a un certain citoyen Traclet qui avait des dettes et qui travaillait à la Tour d'Argent. Et puis, à partir de 1825, on a le nom de tous les propriétaires. On a un monsieur Lecoq, un monsieur Paillard, on a un monsieur Lior, et puis Frédéric Delair, qui est un
personnage très important dans notre histoire, parce que c'est celui qui amène la recette du caneton, le canard au sang. Alors c'est une recette qui existe dans le patrimoine culinaire français, puisque c'est un canard à la rouennaise, mais il va le rendre un peu plus riche. Il va rajouter du foie gras, du cognac, du porto, en gros, il va le rendre plus cher. Et il va surtout avoir cette idée très amusante, c'est de donner à chaque caneton un numéro. Et à partir de 1890, tous les canetons à la Tour d'Argent sont numérotés. Ensuite, la maison rentre dans la famille en 1911. Mon grand-père, André Terrail, sur les conseils d'Escoffier, rachète la Tour d'Argent. Et il a cette idée absolument géniale, en 1936, de monter le restaurant du rez-de-chaussée jusqu'au 6e étage, là où nous sommes aujourd'hui, lui donnant cette vue absolument splendide sur Paris et Notre-Dame. Atout, finalement, pour l'Est de Paris, absolument exceptionnel, et surtout sur ce bras, cette ouverture sur Notre-Dame, qui est absolument magique. En plus, à hauteur de toit, donc on a ce côté un petit peu rasant, extrêmement charmant, très touchant pour nos amis étrangers, et qui raconte Paris. On a cette vue à 360 degrés, quasiment. On commence avec l'Ange de la Bastille, on tourne et on a jusqu'au Panthéon. Donc c'est un mouvement et un choix extrêmement judicieux de mon grand-père. On a l'impression d'y être, André Terrail, quand vous parlez. La cuisine, vous avez évoqué donc un plat parmi beaucoup d'autres. Comment est-ce qu'il y a un plat historique qui est servi encore aujourd'hui à la Tour d'Argent et qui l'est depuis dites-moi, des centaines d'années Le canard, bien sûr, 1890. Ouais, c'est ça, la recette de base n'a pas changé, surtout la sauce. On la travaille avec le chef. Alors, le chef, il porte un œil très, très attentif. C'est un canard à la presse, donc on va presser la carcasse, on va rajouter du bouillon, on va travailler pour avoir cette sauce vraiment miroir, absolument magique, qui n'est pas totalement dans les codes de l'époque, puisque c'est des filets recouverts de sauce. Mais il y a un très joli travail de présentation qui a été fait par le chef Yannick Franck, avec Stéphane Trappier aussi, notre directeur de salle, et puis une porcelaine de Sylvie Coquet qui va magnifier cette recette. Il y a plusieurs séquences à ce canard, donc c'est tout un univers qui tourne autour du canard et qui va le rendre d'une certaine manière contemporain. Ensuite, il y a les quenelles de brochet, aujourd'hui réalisées quelquefois avec du centre, quelquefois avec du saumon, là aussi réinventées par le chef Yannick Franck. Les crêpes, bien évidemment, les crêpes Mademoiselle, flambées en salle, donc c'est notre... Alors, ce n'est pas les crêpes Suzette, on n'est pas ceux qui avons inventé le flambage en salle. Néanmoins, il y a un très joli travail de salle avec différents alcools. On a du Cointreau, de l'amande impériale, du cognac, qui fait que c'est une recette qui est très spécifique. Et aujourd'hui, on a aussi un soufflé pour 2 personnes absolument splendide. Je vous invite à venir le tester. Vous avez pris les commandes de cet établissement en 2006, vous aviez 26 ans. Donc à la suite de votre papa, vous nous l'avez dit, vous étiez tout jeune. Est-ce que c'était un scénario prévu depuis que vous êtes, enfin peut-être pas né, mais disons depuis que vous êtes enfant, petit garçon, est-ce que on vous a mis en tête l'idée qu'un jour vous seriez le propriétaire de cet héritage justement? Et oui, et plus qu'un peu, parce qu'en fait, moi, j'ai habité dans l'immeuble, j'habitais au 4e étage, j'ai habité jusqu'à 30 ans dans l'immeuble, donc c'est un peu une vision à l'ancienne de la famille. Mais on aurait pu vous mettre un peu à l'écart et puis vous laisser un petit peu vivre votre... C'était pas forcément la vision de mon père, non, lui c'était vraiment la mission. Il vous a coaché, quoi, il vous a entraîné. J'avais pas trop le choix. Après, je m'en plains pas du tout, c'est une mission absolument merveilleuse, et je pense qu'il faut quelquefois savoir accepter un peu, pas sa destinée, mais d'une certaine manière, cette belle maison qu'on vous remet. Et puis en plus, pour quelqu'un de gourmand comme moi, c'est un métier absolument fantastique. Donc j'ai beaucoup de chance. Mais il est clair que mon père m'a pas trop donné le choix. Alors votre père, c'est une chose. Vous aussi, votre patte personnelle, ce que vous avez changé à l'établissement dont vous êtes propriétaire aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez apporté vraiment personnellement, viscéralement? Alors je pense qu'on pas forcément en cuisine d'ailleurs, ça peut aussi être... On sort d'une belle rénovation. Là, on a été fermé pendant 15 mois, on a réouvert fin août. Donc c'est toute l'expérience qui a été repensée, du bar au rez-de-chaussée, le bar des Maillets d'Argent, qui est une référence à l'équipe de polo de mon père, qui raconte tout cet univers de fête des années 60-70. Donc là aussi, c'est un nouvel univers qu'on a intégré dans l'expérience. La boulangerie, qui est juste de l'autre côté de la rue, qu'on a ouvert en 2016. Et puis l'épicerie qu'on a ouvert, on appelle ça un peu péjorativement une épicerie Covid, mais on l'a ouvert à la fin du Covid. Et finalement, on se construit ce petit village d'expérience et bien évidemment le rooftop, le toit de la tour qu'on va ouvrir fin avril, très, très prochainement. Il fait déjà très beau, on a envie de l'ouvrir aujourd'hui, mais on se donne encore un petit peu le temps. Parce que je pense qu'on va avoir un petit peu de temps frais qui nous attend. Mais c'est tout cet univers d'expérience qui tourne autour de la Tour d'Argent. Et j'oubliais l'appartement au 5e étage, qui est une suite d'hôtels, où là, il y a un petit clin d'œil à la carrière de mon grand-père, parce qu'il était hôtelier avant d'être cuisinier et restaurateur. Et c'est tout un univers d'expérience. Donc en fait, on étire
l'expérience de la Tour d'Argent comme on le ferait en province, comme un grand relais château de province. L'expérience de la Tour d'Argent commence plus tôt et termine plus tard. Et donc ça, c'est votre patte à vous, c'est-à-dire d'étirer, vous dites, l'expérience. La boulangerie, c'est... Vous avez dit ça, c'est l'épicerie, la boulangerie Covid. Oui, c'est l'épicerie Covid. La boulangerie, on l'a ouverte en 2016. Ouais. Et l'idée, c'était vraiment de servir l'expérience gastronomique. Le pain fait partie, c'est une partie centrale de l'expérience gastronomique, surtout dans un restaurant de sauce comme le nôtre, où on a envie de prendre la baguette et de saucer. C'est pas du tout un geste, c'est pas du tout mal poli. Au contraire, je pense que c'est un hommage aux grandes sauces qui sont faites aujourd'hui dans les grands restaurants. Et aujourd'hui, on a un chef boulanger qui s'appelle Kevin Derpierre qui fait un travail absolument remarquable. Et ça permet de tirer l'expérience gastronomique vers le haut. Donc tout tourne autour de l'expérience gastronomique. Le bar, aujourd'hui, on peut servir à des cocktails de très haut niveau avec un chef barman qui s'appelle Mathieu Velmire, qui fait un travail fantastique. Et on sert vraiment des superbes cocktails qui font aussi, que ce soit avant, au début du repas ou à la fin du repas, qui font partie de l'expérience gastronomique. Le rooftop, pour quelqu'un qui aime un cigare, un joli cigare après déjeuner ou après dîner, vous pouvez terminer un repas, monter sur le toit de la tour et vous fumer un très beau cigare avec un verre de cognac. Finalement, c'est pas très loin du paradis. Vous le disiez, vous avez fermé 15 mois donc pour des gros travaux, on peut le dire. Vous avez aussi fermé, comme tout le monde, pendant la période du Covid. Est-ce que, à titre personnel, c'était la plus grosse crise que vous ayez eu à gérer de votre carrière ? On a été très inquiets, que ce soit les restaurateurs, les chefs. C'est la première fois qu'on a eu un peu des vacances forcées. Alors, ça permet aussi un peu de recul sur soi-même. Et je pense que ça a été finalement intéressant, cette période. Et de réfléchir à ce lieu, à ces transformations. Comment on va se réinventer notons-le, nous avons été soutenus par l'État, il faut tout de même l'admettre. C'est une chance en France d'avoir eu l'État qui a répondu présent et qui nous a soutenus. On a eu quelques inquiétudes, on a tous eu des surfroides en disant comment est-ce qu'on va payer les salaires, comment est-ce qu'on va maintenir l'exploitation en vie. Et finalement, l'État a été présent et c'est une chance pour la France. Donc, le Covid a été paradoxalement aussi, pas paradoxalement, simplement un transformateur pour beaucoup de restaurants qui nous ont fait nous ouvrir à d'autres opportunités. Pour nous, ça nous a aussi aidé à réfléchir à la Tour d'Argent de demain. Vous avez été contraint à la réflexion, finalement, et contraint à la transformation. Vous faites partie des entrepreneurs qui ont su, entre guillemets, tirer bénéfice de cette jachère professionnelle. C'est une période de recul sur soi-même, sur les équipes, sur la manière de travailler, sur notre responsabilité éco-responsable, sur tout ce qu'on peut faire pour amener la restauration et surtout la gastronomie dans le XXIe siècle. Et cette période de pause, finalement, je pense que pour beaucoup d'entre nous, a été très intéressante. André Terrail, il nous reste à peine 50 secondes. Alors, je vais reprendre ma première question de notre discussion, mais dans l'autre sens cette fois. Quand c'est vous qui allez à un client en salle, qu'est-ce que vous lui proposez, qu'est-ce que vous lui dites en premier ? Vous avez un rituel pour l'accueil ? C'est d'abord lui demander si tout se passe bien. On est à son service. Le client, c'est notre maître à tous. Donc, on espère que tout se passe bien, ce qui est 99,99999% des cas. Mais on espère surtout qu'il passe un bon moment avec nous et qu'il reviendra. Très clair, André Terrail, président et propriétaire de la Tour d'Argent, donc une institution, on a dit que vous acceptiez ce terme, donc je le répète, à Paris. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous remercie de votre venue. Merci Quentin. Je rêve d'une lune de miel en Polynésie. Je vous vois bien dans un bungalow sur pilotis au-dessus d'un lagon. Vous lisez dans mes pensées ? Avec mon fiancé, on adore aussi la plongée. Alors, je vous propose une matinée avec les Raymanta avant de partir observer les baleines à Tahiti. Oh, ne me réveillez surtout pas. Je vous réserve aussi un cours particulier avec des chefs locaux pour confectionner un repas ensemble. J'ai trop hâte. On va devoir avancer le mariage. Vous vous occupez vraiment de tout ? Oui, avec Marco Vasco, vivez votre voyage esprit libre. Vous faites les mariages aussi ? Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.